Depuis 1815, des moines occupaient le site de l'abbaye du Port du Salut. C'est sans doute avec un peu de nostalgie et de tristesse que la communauté cistercienne a dû se résoudre aujourd'hui à clore cette page de l'histoire. Don Gérard Meneux, bonjour, vous êtes le père abbé de l'abbaye située à Antram. Vous êtes père abbé depuis 2016, 17 ou 18, je ne sais plus. En tout cas, ça fait quelques années. Cette décision de fermer l'abbaye du Port du Salut, c'est une décision douloureuse. Forcément, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Elle est le fruit d'un tout un cheminement communautaire et aussi un cheminement de notre ordre, car depuis des années, nous nous posions quand même la question de pouvoir continuer, étant donné que le nombre de personnes qui composent la communauté devient de plus en plus réduit. Il n'y a pas de jeunes qui viennent nous rejoindre et nous laissons partir nos frères au ciel. Mais bon, voilà, donc ceux qui restent deviennent de moins en moins nombreux. Et donc il faut se poser les questions essentielles, ça c'est sûr. Même vous, Don Gérard Meneux, vous êtes venu en renfort de la Melleraye. Il y a eu une sorte de regroupement. À l'époque, oui. Donc, mais en fait, nous sommes revenus trois frères. Bon, ce qui fait, il y avait cinq frères de Port du Salut, donc on était 8. Mais voilà, maintenant on retrouve à 6. Est-ce que vous avez une explication, Don Gérard, au fait que cette communauté s'appauvrit en quantité, pas forcément en qualité, mais en quantité en tout cas, enfin, qu'elle n'attire plus ou pas les vocations aujourd'hui? Quelles explications, elles sont nombreuses. Mais la première, la plus importante, c'est que notre communauté, et comme toutes les communautés religieuses qui nous environnent, qui sont classiques, qui sont même du 19e siècle, sont tous en train de diminuer en nombre. Donc dans ce sens-là, nous suivons le même mouvement, qui sont liés à un changement de société, la déchristianisation, et beaucoup de facteurs comme cela, qui fait que c'est une réalité d'aujourd'hui que l'Église traverse, et nous sommes au fond entraînés dans ce même mouvement. Est-ce qu'on peut rappeler quelques règles de Saint-Benoît qui régissent la vie de cette communauté ici à l'abbaye du Port du Salut? Que dire? Sans faire un cours de théologie, effectivement, mais quelques éléments. Qui régit la vie communautaire, c'est fondamentalement des moines qui se regroupent, qui vivent ensemble pour rendre grâce au Seigneur, pour être ensemble dans un cheminement fraternel, à louer le Seigneur dans la prière, dans la lecture et au fond de pouvoir aussi travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc ça, c'est le cadre profond de la règle de Saint-Benoît, et avec cette démarche dirais donc que l'abbé préside au fond à cette vie communautaire, pour aider chacun à trouver son chemin de vie. Et je crois que dans la règle de Saint-Benoît, et vous, en tout cas ici à l'abbaye du Port du Salut, vous mettiez en place aussi l'hospitalité du pauvre. Je crois que c'était quelque chose de très important. Il y avait un accueil de nuit sur l'abbaye. Oui. Alors, l'accueil, bien sûr, fait partie surtout des temps de Saint-Benoît, c'est normal, parce que les pèlerins, ils étaient au long des chemins, il fallait les accueillir, il n'y avait pas d'hôtel, ça n'existait pas, il n'y avait pas de... Donc, forcément, on accueillait ceux qui se présentaient au monastère, mais en fait, ça a été la démarche, surtout au long des siècles, la démarche de ceux qui voulaient prendre un temps de recueillement et de prière et de partager notre prière avec nous-mêmes. Donc c'est les autres de l'hôtellerie. Et ici, il y avait c'est aussi cette particularité, comme dans tout monastère d'ailleurs, d'accueillir aussi les sans domicile fixe, que j'ai toujours connu. Dans tous les monastères, ça existe. C'est vrai qu'ici, il y avait une fréquentation infiniment beaucoup plus importante que dans des autres monastères. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était important chez nous. Oui.
Voilà, c'était frère Alexandre qui... Toujours qui s'en occupe. Alors, mais on était aidés quand même, hein, parce que c'était pas facile à gérer. Hein. Puisque je crois, d'après ce qu'on m'a dit, hein, la pointe a été d'accueillir 800 nuitées dans l'année. Oui, ce qui représente pas mal, hein, de personnes à qui l'abbaye a tendu la main. Absolument. Donc, quasiment au minimum 3 par jour. Oui. Donc, Par nuit même. donc, il y a même aussi un groupe de personnes qui s'est constitué pour pouvoir nous aider d'accueillir les passagers le soir et puis aussi les aider à partir le matin. Les frères Alexandre qui se chargeaient de les nourrir quand même. Oui. Donc ça faisait quand même une charge importante. Oui. Oui, certainement, mais qui correspond bien à cet accueil, hein, qui préside, hein, les communautés cisterciennes particulièrement. Tout monastère bénédictin cistercien, ça c'est clair, oui. Ici, à l'abbaye d'Entrammes, vous aviez une autre spécificité, c'est que sur les quelques 6 hectares de parc, alors vous aviez le potager, l'entretien des jardins, et puis vous aviez aussi installé une centrale hydroélectrique. Ça, c'est quand même pas très très courant, hein. Non, mais il n'est pas courant non plus que les monastères soient au bord d'une rivière qui est canalisée. Parce qu'en fait, on se sert de l'écluse. Déjà du 19e siècle avait été installé un moulin qui marchait avec une turbine avec l'eau de la Mayenne. Et ce moulin a fermé en 1935. Et c'est à ce moment-là que les frères ont eu l'idée d'installer une centrale électrique. Et depuis ce temps-là, on l'a fait marcher depuis presque un siècle. Et elle produit de l'électricité qui est revendue à l'EDF. On réachetait ce que l'on utilisait, qu'on n'achetait pas au même prix qu'on vendait. Mais on consommait moins. Et puis, il y a eu aussi l'aventure, hein, du fromage, hein, le fameux Port-Salut. Oui, alors ça, c'est une belle aventure qui a été faite à cause des frères qui revenaient d'Allemagne et qu'ils ont, je dirais, pris un peu la méthode de l'Emmental, au fond, un petit peu quelque chose comme ça. Quoi, ils auraient copié une recette ? Oui, ils ont pris un petit peu cette recette-là. Et elle était originale parce que dans notre coin, c'était du type camembert. Et un fromage qui est simplement moulé. Et tandis que là, c'est un fromage pressé et qui avait l'avantage de mieux se conserver. Et ça a été le succès de Port du Salut parce que c'est un produit qui pouvait se conserver quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors que le camembert, en soi, avant les frigos, c'était pas possible. Donc ça a été un petit peu le succès de ces frères qui ont pris cette méthode-là. Alors en l'adaptant, mais de fond, c'est inspiré par la manière dont on faisait du fromage en Westphalie, puis surtout un petit peu à la manière hollandaise aussi, de l'Emmental. La recette, hein, et la marque, hein, ont été revendues. C'est le groupe Bell, hein, qui a repris la production. Oui, c'est-à-dire que les frères ont développé beaucoup la fromagerie et comme beaucoup de monastères aussi, ils ont développé et en achetant du lait dans le voisinage des fermiers. Et cela a beaucoup aidé les fermiers des environs. Et dans les monastères, c'est pareil. Je viens d'un monastère qui était dans le nord, c'est pareil. Donc on avait une petite zone où les fermiers nous vendaient le lait et ça permettait à ces fermiers, à l'époque où il n'y avait pas ces ramassages d'aujourd'hui, de favoriser quand même des revenus aux paysans. Mais ils ont développé cela beaucoup. Et parce que ça marchait bien. Et puis, évidemment, victime de leur succès, ça a fallu énormément embaucher de personnes. C'est devenu une petite entreprise. Et forcément, dans les monastères où ça devient très, très, très important, nous n'avons pas les capacités, je dirais, de management pour gérer du personnel et gérer tous les problèmes de fabrication, etc. Donc, à un moment donné, c'est devenu déficitaire. Et la solution qu'ils ont prise à l'époque, c'est de tout vendre.
et dont la marque. Ils ont essayé aussi avec, en vendant ça à la SAFRE, donc une coopérative, là aussi encore, qui s'est construite, je crois, pour aider les paysans du coin, avant que la SAFRE elle-même se fasse engloutir par Bell. Don Gérard, vous parliez aussi de la Westphalie, parce que même si je m'étais dit qu'on n'allait pas refaire toute l'histoire de l'abbaye d'Antram, la Westphalie, ça a été la terre d'accueil des moines cisterciens pendant la Révolution française, et ils sont venus après ici en 1815, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, au moment de la Révolution française, il y avait les monastères ont été fermés, et donc des moines se sont regroupés autour du père maître de l'abbaye de la Trappe, en Suisse, à Val-Sainte. Et comme ils devenaient nombreux et que la situation politique en France était quand même pas certaine, et que déjà avec Napoléon qui s'étendait un peu partout, ils ont pensé qu'il fallait, c'était devenait non sécuritaire, donc ils ont essayé d'aller vers l'Europe centrale, même jusqu'à presque donc en Russie. Mais donc il y a un groupe qui est resté donc à Rosendal, dans la Westphalie. Ils sont restés 35 ans, je crois. Et c'est au cours de ce séjour que je dirais la situation politique en France avait changé. Ils ont pu revenir en France en 1815. C'est pour ça que pendant 210 ans, ici, il y a eu des moines cisterciens. Vous aviez été combien au plus fort? Enfin, alors, pas forcément vous, mais est-ce que vous savez combien il y a eu de moines ici? Alors, d'après les calculs, la pointe a été à la fin du 19e siècle, où c'était 98, je crois. Depuis 1815 jusqu'à la fin du siècle, ça a toujours augmenté. Et après, ça a continué à descendre tout doucement, de décennie en décennie. Pour donc aujourd'hui se résoudre à fermer. Donc c'est oui, on le disait tout à l'heure, c'est forcément douloureux, c'est un déchirement pour certains moines qui sont peut-être là aussi depuis les débuts, depuis leur début. Depuis leur début, oui. Dans ce sens-là, et c'est pas facile, puisque ça implique de changer de communauté, donc bien sûr, dans un monastère cistercien, c'est toujours la même démarche. On se retrouve, mais quand même, chaque communauté a sa couleur, a sa particularité, et c'est normal puisque elle est faite de personnalités différentes. Donc on fonctionne différemment. Mais voilà, et puis on a plus de 70 ans, donc c'est un dépaysement. On change un petit peu de région, plus ou moins. L'environnement n'est plus le même. Beaucoup de choses changent. Bon, comme tous ceux qui sont appelés à un moment donné à changer de lieu d'habitation. Quelque part, nous rejoignons tous ceux qui font cette expérience. Et alors, où allez-vous aller? Est-ce que vous restez tous les 6, 7 ans? Parce que je crois qu'il y a un de vos frères qui est en EHPAD. Est-ce que vous restez tous ensemble? Alors non, chacun est libre d'aller quel monastère il veut. Deux vont aller à l'abbaye de Cîteaux. Les autres, c'est pas encore trop précisé. Mais on a le temps encore, puisque normalement, nous continuons à vivre notre vie ici, jusqu'en septembre-octobre prochain. Donc, nous avons encore tout le temps de la réflexion. Bon, je vois, Don Gérard, que vous le prenez avec le sourire. Et ce qui est beau malgré tout, c'est que même si cette page avec la présence des moines ici se ferme, une autre page va s'ouvrir. Pour vous, en tant que moine, c'est un bonheur quand même de savoir que tout n'est pas complètement terminé. Il y aura quand même encore un esprit ici. Bon, ça peut se voir comme ça. Mais personnellement, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est ma vie de relation au Seigneur, de prière, alors peu importe l'endroit. Et je dirais avec l'âge, c'est ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'on est de moins en moins dépendant du lieu. C'est de rendre grâce, au fond, de ce que je vis intérieurement, et puis peu importe l'endroit. Il y a un détachement qui se fait, et je me rends compte que c'est plus facile. Donc, on rend grâce, je rends grâce, moi, c'est tout, de ce que le Seigneur me donne aujourd'hui, c'est tout. Et alors après, ça sera avec d'autres frères, ça sera bien, et d'autant plus que
beaucoup plus, je dirais, avec la maturité aussi, hein, d'être souple et accueillant à ce qu'on nous donne, ce qu'on nous offre. Mais bravo pour cette philosophie et ce message dont Gérard-Marie Meneux. Et je disais quand même que c'était une page qui se tournait et que des perspectives, bien sûr, sont en train d'être réfléchies. Et alors, je me tourne maintenant vers Patrice de la Théardière. Oui, bonjour, je suis responsable de l'animation du groupe qui était chargé de la réflexion quant à la pérennité et la vie à l'abbaye qui ne ferme pas, et parce que nos moines s'en vont et en septembre 2025, et quid de l'avenir, et pour l'instant on est en train d'évaluer et d'évoluer sur différents projets capables effectivement d'apporter une suite spirituelle, et réellement spirituelle d'ailleurs, dans selon la règle de Saint-Benoît, que l'on va suivre aussi, qui est ora et tabora, donc c'est prier, travailler. Et je pense que à l'heure actuelle, c'est très sain d'y penser de cette façon. Alors, Patrice de la Théardière, ça veut dire que ça fait un petit moment que ce passage de relais est dans les tuyaux, en fait, que la fin de la vie de la communauté ici, à Entrammes, à l'abbaye du Port du Salut, paraît inéluctable. Ce genre de décisions ne se prennent pas effectivement en quelques mois. La commission cistercienne, en fait, s'était retournée ou tournée vers le diocèse, donc à l'époque de Monseigneur Scherer, quant à leur proposer de réfléchir de façon diocésaine à la suite de l'abbaye qui inéluctablement fermera dans les années à venir. Et donc, un groupe de réflexion à cette époque a été monté, et Monseigneur Scherer avait nommé dont Pierre-Antoine de la communauté Saint-Martin, qui était à l'époque curé de la cathédrale, effectivement, de monter un groupe de réflexion pour cela. Donc, il y a eu un premier groupe de réflexion pour défendre les grandes lignes, et puis après, s'approchant de l'échéance, il a fallu effectivement avoir des personnes capables de disposer de temps pour effectivement mettre tout cela en forme et de présenter un projet à Don Gérard et la commission cistercienne qui l'encadre, qui l'entoure, pardon, et pour obtenir un accord de suite. Pour l'instant, nous ne l'avons pas, mais on est en train d'élaborer la chose. Et bien évidemment, d'ailleurs, Monseigneur Dupont aussi a accepté d'en prendre la charge, dans le sens où, puisque Monseigneur Scherer avait avancé positivement, Monseigneur Dupont, quand il est arrivé au début de l'année 2024, effectivement, a pris aussi la main, en nous disant tout de même, malgré tout, que c'était pas un projet diocésain, que c'était un projet qui devait se suffire à lui-même et de façon autonome et économiquement et responsable et rentable, pour que ce soit un chantier pérenne, et qu'effectivement, dans 5, 10 ou 15 ans, effectivement, l'œuvre déjà démarrée pourra continuer. Donc c'est un point quand même fondamental. Oui, que ce ne soit pas une charge, une source de dépenses et de perfusion pour le diocèse. C'est un projet diocésain. Ce n'est pas un projet diocésain, ça ne l'est pas dans le sens dépendance financière. Il s'inscrit, ce projet d'Entrammes, dans l'ensemble des projets du diocèse de la Mayenne, pour qu'effectivement les projets mayennais actuellement en cours et en prévision soient complémentaires les uns des autres. C'est-à-dire donc on se connaît tous de façon générale assez bien, et on est précisément dans l'élaboration des chantiers très attentif à ce que ce qui va se monter à Entrammes ne vienne pas empiéter sur ce qui est monté à Saint-Julien par exemple, ce qui est en prévision à Pontmain ou ailleurs encore, si vous voulez. Donc on doit avoir des projets complémentaires pour effectivement apporter une offre spirituelle et chrétienne, donc en Mayenne, satisfaisant l'ensemble du public, si je puis dire. Et ce sera bien une décision collégiale entre la communauté cistercienne et le diocèse, puisque pour l'instant, les terrains, donc les 6 hectares, les 7000 mètres carrés de bâtiments appartiennent à la communauté cistercienne. Alors, l'ensemble de l'immobilier du foncier appartient à la commission. Pour l'instant, on n'a pas d'idée précise sur effectivement l'évolution de cette notion de propriété, si je puis dire. Mais objectivement, ça n'est pas tout à fait le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir effectivement que peut-on bâtir ici pour pouvoir apporter un sens spirituel et futuriste. Et je dis bien d'ailleurs ce terme futuriste parce que c'est bien porté vers l'avenir. Et donc, ça nous permet effectivement de faire travailler nos méninges et d'arriver à trouver des belles idées qui devraient satisfaire beaucoup de gens. Patrice de la Théardière, forcément, vous le savez, je vais vous demander quelles sont ces belles idées qui émergent. Eh bien, je ne vais pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas l'accord encore.
Et nous n'avons pas d'accord. Je suis pour l'instant responsable d'animation de ce groupe de réflexion, mais on n'a pas d'accord d'abord de mise en œuvre de ces activités futures par la commission cistercienne et dont Gérard en premier. Donc ça, je pense que cet accord, s'il y en a un, devrait arriver dans relativement peu de temps. Et bien évidemment, une fois l'accord donné au groupe que j'anime, nous le présenterons en même temps à Monseigneur Dupont pour qu'on puisse avoir un accord factuel et enfin pouvoir libérer les énergies qui attendent de pouvoir mettre en œuvre tout ce vers quoi nous tendons. Mais ce qui est assez fantastique tout de même, moi je suis rentré dans ce groupe de réflexion il y a 1 an, donc je suis quasi le cadet, si je puis dire, de l'ensemble des gens présents, parce que j'ai pris ma retraite il y a 1 an, et bizarrement, quand il y a une bonne volonté disponible, généralement le diocèse sait bien prendre les mains, et ce qui est très bien d'ailleurs, donc je souhaite que ça arrive à d'autres gens qu'à moi, de la même manière, mais on est appelé donc, en fonction des différents projets, à solliciter différentes personnes, qui soient ou pas en retraite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de refus. Donc il y a un engouement et une acceptation effectivement de prise de responsabilité de la part des chrétiens de la Mayenne que je trouve, et que je n'avais pas estimé de cette façon-là, mais que je trouve absolument chaleureux. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des portes qu'on va pouvoir effectivement, auxquelles on va pouvoir frapper et demander une collaboration, et on sait très bien qu'on aura un accord. Et je trouve que c'est une chance dans le monde actuel, effectivement, de bénéficier de cela en Mayenne et d'avoir une belle qualité de personne. Et sachant qu'en même temps, ça va être assez, ce projet est chronophage, évidemment, que les retraites se prennent plus tard qu'elles ne se prenaient avant, qu'il y a moins de gens disponibles. Alors, je rentre pas dans le débat de la retraite, c'est pas mon sujet. C'était tentant. Oui, c'était tentant, je voyais vos yeux. Mais le sujet, c'est de savoir qu'effectivement, plutôt que d'arrêter de travailler à 58 ou 60 ans, maintenant, on arrête plutôt à 65, 68. Et malgré tout, même si l'âge autonome augmente, il n'empêche qu'il y a d'autant moins de disponibilité en temps par retraité, si je puis dire, pour œuvrer pour le bien commun. Et de cette façon, il faut qu'on puisse considérer le temps initial qui était disponible, le compenser par le nombre d'acteurs qui vont permettre d'agir. Est-ce que vous pouvez nous dire qui fait partie de cette commission de réflexion? On est une dizaine. Aujourd'hui, le groupe donc, de réflexion est animé, si je puis dire, par le père Frédéric Fouché, qui rend directement compte, si je puis dire, à Monseigneur Dupont. Parce que le père Frédéric Fouché est vicaire général. Vicaire général donc en Mayenne, et voilà, donc il a pris la suite de Don Pierre-Antoine. Et puis sinon il y a 3 autres personnes qui sont dans le comité de pilotage, dont moi. Et puis on est en tout, grosso modo, on est 10 ou 11 personnes à réfléchir sur les différents pôles de projets qui vont être annoncés dans assez peu de temps quand on aura nos accréditations. Voilà. Alors forcément, on va être sur le qui-vive. Mais en tout cas, ce que je retiens, dont Gérard Marie et Patrice de la Théardière, c'est que l'aventure de l'abbaye du Port du Salut continue sous une autre forme que ce qu'elle a connue jusqu'à maintenant, mais elle continuera. Et donc il y a déjà des gens qui sont en train de réfléchir, de plancher, et il y a des belles idées probablement qui vont émerger. Il y a de belles idées, il y a une pérennité, notre vie, si elle n'a pas été dédiée au Christ dans le sens formel et religieux du terme, de façon laïque, on a quand même effectivement une observation dans ce sens et une attache forte, si vous voulez. Donc on est très près, très fidèle à cette règle de Saint-Benoît et d'assurer donc à la commission cistercienne de prolonger nos actions dans ce sens-là. Ouais. Et je voudrais ajouter que nous, les frères, et puis l'ordre aussi, au fond, la commission qui est chargée de nous suivre, nous sommes très heureux d'être aidés par cette commission au niveau du diocèse, et nous espérons que de bons fruits pourront surgir. Et dans ce sens-là, je rends grâce, vraiment. Merci beaucoup, don Gérard Marie, pour cette belle conclusion. Et puis, nous pouvons demander à nos auditeurs, dans la prière du chapelet que nous prions ensemble régulièrement sur notre antenne, eh bien de porter peut-être ces projets qui verront le jour ici, à l'abbaye du Port du Salut, à Antram, et puis de rendre grâce avec vous, les moines, pour ce qui s'est vécu ici et ce qui continuera à se vivre ailleurs.
Voilà, dans l'avenir. Et puis évidemment, au lendemain de la journée de la vie consacrée, c'était tout naturellement que nous avions envie de rendre hommage à tous ces moines qui sont passés depuis 210 ans ici à l'abbaye du Port du Salut et à ceux qui vont continuer à la faire vivre jusqu'en septembre au moins 2025. Alors merci beaucoup, don Gérard-Marie Meneux et Patrice de la Théardière. Merci beaucoup et puis à bientôt pour plus d'infos, bien sûr. Bien sûr, à bientôt et merci. Et merci beaucoup.